Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Déclaration de candidature à la Sénat. 2 candidats à la présidentielle se sont adonnés à l'exercice ce lundi. Les détails dans ce journal. Exploitation du site de la cimenterie d'Onigbolo au milieu des années 1970 à Pobet. Des chèques ont été remis aux présumés propriétaires terriens expropriés. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Coup d'État en Birmanie. Au Japon, les ressortissants birmans réclament la libération de la chef du gouvernement civil. Elle a été arrêtée ce lundi dans le pays. Aux États-Unis, une vidéo relance le débat sur les bavures policières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal présidentiel 2021. Des candidats ont déjà déclaré leur candidature à la Commission électorale nationale autonome. Ils étaient 2 ce lundi. Les images sont commentées par Ghislain Poguet. Pour la présidentielle du 11 avril 2021, des candidats se mettent déjà dans les rangs. Patrice Simenou Ago est le premier à être reçu ce lundi matin à la Sénat. Il a rempli les formalités. Il a déposé son dossier contre un récépissé. Après lui, Ganiou Soglo fait son entrée. Même formalité, dépôt de dossier et réception de récépissé. Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont en état de veille pour recevoir tout candidat. La Commission électorale nationale autonome a bouclé la semaine dernière l'opération de délivrance des formulaires nominatifs de parrainage. Au terme de cette opération, le président de la Sénat fait le point face à la presse. Emmanuel Tiando est au micro de Lénaï Kagbazaou et de William Aguiar. Selon les dispositions du 8e tiret de l'article 132 du Code électoral, la recevabilité des dossiers de candidature est subordonnée à la présentation de 16 formulaires nominatifs au moins au nombre des pièces exigées. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer aux potentiels parrains leur formulaire nominatif de parrainage, à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. En principe, il devrait être 160 parrains, mais malheureusement, la mort nous a arraché un. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral que nous avons pris un maximum de précautions pour sécuriser le document de parrainage
afin d'éviter toute manipulation ou double emploi. Au terme de ce processus, je voudrais exprimer mes félicitations à tous les commissaires ainsi qu'à tous les cadres de la Sénat pour leur disponibilité dans le bon déroulement de cette opération. Les citoyens béninois seront aux urnes le 11 avril prochain. En attendant, l'heure est aux déclarations de candidature que prévoit d'ailleurs le code électoral par rapport à la déclaration de candidature. Les précisions de Lénaï Kagwazao. Chaque candidat à l'élection du président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature auprès de la Sénat. Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent s'il n'est électeur. Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats. La déclaration de candidature est présentée 50 jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Sénat. La déclaration de candidature comporte les noms, prénoms, professions, date et lieu de naissance, ainsi que l'adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de une quittance de versement au trésor public, du cautionnement prévu pour l'élection concernée, un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant la date de dépôt de candidature et attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats. Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. La Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. À l'expiration du délai de 8 jours prolongé, le cas échéant, des 72 heures ouvrables indiquées au présent article, la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. Le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures suivant la date du paiement. Le rejet d'une candidature ou d'une liste est motivé. La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de 48 heures. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. Intéressons-nous à présent à la rencontre des militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 1 à Ouida. Elle s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux des militants aux membres du bureau politique du parti Nicanor Kovi. Bruno Rotek pour compte rendu. L'approche est participative. Des militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 1 qui se rassemblent de leur propre chef à des fins de retrouvailles entre membres de la même famille politique avant tout. Les jeunes, les cadres ont initié donc de présenter aussi, de formuler les vœux aux personnalités politico-administratives de leur parti au niveau donc de leur département. C'est le premier objectif. Des vœux du nouvel an pendant que janvier se meurt. Qu'importe, il vaut mieux tard que jamais, d'autant plus que pareilles retrouvailles savent joindre l'utile à l'agréable dans l'esprit des organisateurs. En petits ateliers, ces progressistes s'organisent pour pousser la réflexion sur les stratégies déconcentrées du parti à l'échelle du département. On n'a pas souvent le temps de se rencontrer généralement. Et donc au lieu de venir simplement présenter les vœux et partir,
nous avons estimé qu'il faut travailler un peu et qu'il faut réfléchir. Nous sommes en train d'outiller nos militants parce que à l'issue des élections qui ont eu lieu, nous avions, n'est-ce pas, mesuré les forces et faiblesses. Alors, donc, c'est tenant compte de ces forces et de ces faiblesses qu'on voudrait corriger le tir pour pouvoir aller en bataille. Pour le parti au Baobab, cette rencontre est également celle du devoir de mémoire, occasion de bilan des actions du régime en place, exposé aux militants de l'Union progressiste. Dans la position qui est la sienne aujourd'hui, et que l'on doit tenir compte de toutes les contingences et faire tous les arbitrages qu'il faut, tenir compte des réticences, des craintes, des peurs parfois légitimes de ses compatriotes, c'est jamais évident d'avancer. Et j'ai dit que je résumais ça en le courage d'agir. À travers ça, nous avons voulu visiter justement toutes les réalisations de PAG et en même temps profiter pour créer un ancrage au niveau du parti, de l'Union progressiste, à l'intérieur de notre département. Des vœux, des stratégies et un bilan du quinquennat qui s'achève. En 2021, l'Union progressiste est plus que jamais à l'œuvre pour un enracinement du parti dans l'Atlantique 1. On reste avec l'Union progressiste. La section France du parti tient régulièrement des séances pour galvaniser les bases du parti depuis la diaspora. La dernière rencontre organisée par visioconférence a permis aux responsables de réaffirmer l'engagement du parti. Voici le reportage présenté par Jérôme Hongwa. L'Union progressiste, c'est le parti. La section France de l'Union progressiste rassemble depuis 2019 une bonne frange des cadres béninois de la diaspora acquis à la cause des idéaux du nouveau départ. Avec la bénédiction des responsables au niveau national, les membres de l'UP Section France se réunissent régulièrement à Paris ou dans d'autres villes et provinces pour apporter leur soutien politique à l'action du président Patrice Talon. En dépit du confinement en France, ils ont tenu à organiser une assemblée générale annuelle par visioconférence. Cette assemblée générale annuelle a permis aux responsables et militants de la diaspora de passer en revue les actions menées au cours des 12 derniers mois et de réfléchir sur l'avenir du pays. Je souhaite la bienvenue à tous les camarades, à tous les adhérents, tous les amis ici présents sur cette plateforme. Depuis notre assemblée générale constitutive du 24 octobre 2019, que de chemins parcourus, que d'efforts déployés, que de résultats obtenus et que de difficultés rencontrées. Dans un premier temps, nous avons toutes les activités qu'on a pu mener avant la crise sanitaire du coronavirus. Ensuite, nous sommes passés donc dans une période de confinement, une période de crise sanitaire, ce qui ne nous a pas empêchés, malgré tout ce que nous avons vécu dans cette période. Nous avons connu des malades, nous avons connu beaucoup de soucis. Et malgré cela, eh bien, la section UP de France a continué son petit bout de chemin. Et dans ce cadre-là, le 5 avril 2020, nous avons pu lancer une cagnotte de solidarité pour soutenir les actions de prévention du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous n'avons pas fait une réforme pour le président Patrice Talon. Nous avons fait une réforme pour le pays. Que voulons-nous pour le pays? Nous voulons des partis forts qui aient la possibilité donc de proposer un programme, un projet de société tel que vous êtes en train de le dire à travers votre Assemblée générale et qui prend la tête du pays et qui puisse gérer le pays. Mais pour le faire à l'avenir, nous sommes obligés de prendre des décisions aujourd'hui. Et chaque fois que nous allons refuser de prendre des décisions aujourd'hui, mais ce que l'on dit et cette vision n'a jamais l'atteindre. C'est que globalement, par rapport à l'ensemble des réformes, le calendrier de réformes que nous avons retenu, exécuté au plan national, la quasi-totalité des réformes est exécutée. Et dans l'évolution, il y a eu de nouvelles qui sont apparues pertinentes, qui ont été mises en œuvre aussitôt, et les retombées se font sentir aujourd'hui déjà en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes de la gouvernance économique, de la gestion des finances publiques, de l'amélioration donc du train de vie de l'État et de l'obtention
des résultats macroéconomiques impressionnants qui sont effectifs aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a que le changement de comportement, il n'y a que le changement d'esprit qui pourrait nous faire changer de vie et rêver, n'est-ce pas, je dis à partir de maintenant, une vie meilleure. Et c'est le message que moi je voudrais passer en disant que fini les conflits, les clivages, et regardons, nous n'avons qu'un seul pays qui n'est pas grand, qui n'est pas extensible, mais qui peut faire beaucoup de choses. À l'orée de cette nouvelle année, la section France de l'UP est en état de marche pour contribuer ardemment, aux côtés de toute la famille du Parti du Baobab, à faire de 2021 une année de succès sur tous les plans pour le Bénin tout entier. Présidentielle 2021 vers une élection transparente et inclusive, c'est la thématique qui a réuni les membres du creuset de réflexion et d'action pour le nouveau départ et des amis de Maître Séverin Maxime Quenom. Les échanges ont eu lieu à Lokossa et les participants en ressortent plus informés. Regardez. Nous sommes dans une période très délicate où chacun de nous doit travailler pour la paix. Avoir initié cette initiative qui a recueilli l'assentiment et l'accord du ministre de la Justice, de la législation garde des Sceaux. Je le rappelle que c'est un maillon important du dispositif de législation dans notre pays. Il a été au cœur des différentes lois qui ont été votées et qui soulèvent quelques polémiques sur certains points. Donc il était très important pour nous qu'il soit à nos côtés pour cet exercice qui, ma foi, au regard des nombreuses interventions et des contributions, me fait dire que nous avons comblé un petit vide. Cette causerie débat nous a permis de mieux appréhender les réformes politiques qu'il y a eu et qui régissent désormais l'organisation des élections chez nous. Ça nous a permis de comprendre que rien n'a été fait en réalité pour exclure à dessein des gens. Il s'est agi en réalité d'accomplir un certain nombre de vœux longtemps exprimés par la classe politique de notre pays. Donc on a compris que si tout le monde y met un peu du sien, nous irons effectivement vers des élections paisibles, apaisées et véritablement inclusives et transparentes. Avec tout ce qui se passe, moi, Huguette, je vous avoue que j'étais un peu confus. Je disais, écoute, comment ça va se passer l'élection là? Mais ce soir, avec l'autorité, c'est un peu clair, plus ou moins. C'est-à-dire que je sais par où prendre maintenant, pour mettre mes pas. Et puis voilà, je le remercie beaucoup. Ça va beaucoup éclairer, beaucoup même, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et ça correspond à ma conviction personnelle par rapport à l'animation de la vie politique. Nous n'allons pas nous en arrêter là, parce qu'il n'y a pas que ces sujets. Nous allons en avoir d'autres sur lesquels nous allons discuter en normes civilisées. Force nouvelle pour la continuité de la rupture, c'est un nouveau mouvement politique créé à Parakou. Sa première assemblée générale constitutive a eu lieu. Colombe Amadi et Kadnel Kakpo pour les précisions. Prennent part à cette Assemblée générale des forces nouvelles pour la continuité de la rupture, FNCR, les filles et fils venus des 4 départements du Septentrion. À travers ce mouvement politique, les organisateurs entendent poursuivre la marche du Bénin pour l'œuvre de développement. Les cadres, les filles, les fils des départements de l'Alibori, de l'Atakura, du Warou et de la Danga ont décidé ce samedi 30 janvier 2021 de se doter d'un cadre politique à même d'incarner les aspirations profondes des populations de la région septentrionale de notre pays. C'est pourquoi les jeunes, les femmes, les hommes, originaires ou sympathisants de cette zone, ont pris l'initiative de créer un mouvement politique, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Le mouvement aspire légitimement à contribuer de manière significative à l'animation de la vie politique nationale, à l'enracinement de la démocratie, des libertés
de la bonne gouvernance et de la renaissance du Bénin. Il travaillera aux côtés des autres mouvements, associations, personnalités et partis politiques pour atteindre ces objectifs. Karim Souradjou, président des Forces Nouvelles pour la continuité de la rupture, opte pour la nouvelle dynamique et la bonne gouvernance imprimée dans la gestion de l'État au Bénin. Au regard des réformes et réalisations faites par le chef de l'État dans plusieurs secteurs, le mouvement accompagne le programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, au niveau de l'administration, il y a eu une avancée en matière de dématérialisation de plusieurs actes qui fait que le contact entre les citoyens et les agents de l'État, ces contacts sont maintenant rares. Ce sont ces contacts qui favorisaient la corruption, mais aujourd'hui, la corruption est en train de diminuer et s'installe la bonne gouvernance. Si on doit citer aujourd'hui ce que le président Patrice Talon a fait en l'espace de 5 ans, on ne pourra pas finir. Dans tous les domaines, aujourd'hui, en matière d'infrastructure, c'est visible. En matière d'énergie électrique, c'est visible. En matière d'eau, c'est visible. La fin des grèves, les grèves sauvages qui entravaient le bon fonctionnement de notre administration, ces grèves ont pris fin. Et nous devons de soutenir ces réformes que le président Patrice Talon a initiées. Un bureau exécutif national de 23 membres dirige les Forces Nouvelles pour la continuité de la rupture. On s'intéresse à présent à la cérémonie de remise de chèques aux présumés propriétaires terriens expropriés du site de la cimenterie d'Onigbolo. Il s'agit d'une première attendue depuis les débuts de l'exploitation du site au milieu des années 1970. Un mini-événement donc pour des bénéficiaires reconnaissant Nikanokovi, François Sissou. Plus de 40 ans que le calvaire dure. 40 ans au moins qu'ils portent leur croix sur le dur sentier de l'expropriation. Les régimes se sont succédés, puis ce jour enfin, l'ombre d'un soulagement. Ce vendredi 29 janvier 2021 marque le début de remise de chèques aux personnes concernées. Les fonds de cette indemnisation étant entièrement mobilisés par le gouvernement à hauteur d'un demi-milliard de nos francs CFA sont mis à la disposition du fonds de dédommagement foncier en vue de soulager nos populations impartées sur ce domaine à Onigbolo. Du cash en chèque, un geste attendu de longue date, un bras tendu du gouvernement Talon, apprécié des bénéficiaires. Il y en a, dommage, parmi nous qui ne sont plus, mais les héritiers sont là aujourd'hui pour quand même bénéficier des sourires aux lèvres. Cette première cérémonie de remise de chèques, seulement l'arbre qui cache la forêt. Pour les autorités en charge de l'opération, à venir, la compensation et bien plus encore. Tel que le périmètre est défini actuellement, la cimenterie ne va plus aller au-delà de ces limites-là. Là où la cimenterie ne va pas utiliser ou exploiter de sitôt, il vous sera permis de continuer, de poursuivre vos activités agricoles sur ces parties-là. Mais encore faut-il se conformer aux prescriptions en vigueur pour bénéficier du magot tant espéré. Dès que quelqu'un est prêt, il constitue son dossier, il nous fait parvenir ça. Nous allons essayer d'étudier et nous allons procéder à la remise de chèques à ceux d'entre vous qui ont pu déposer leur dossier et donc qui se sont acquittés des formalités. Et c'est là que le bât blesse pour les bénéficiaires qui crient leur ras-le-bol quant aux lourdeurs administratives à l'échelle de la commune. Je suis en train de courir, supplier les gens, passez l'argent, votre argent va arriver. Ils passent l'argent et je vais directement voir la mairie, on m'envoie payer et je vais payer, je prends les reçus, je remets aux intéressés. Aujourd'hui, maintenant, on arrive, on dit que 2 personnes qui ont reçu leur chéquier.
Pourquoi? C'est les techniciens de Pobert donc qui sont en train de nous roubler. Certains ne sont plus, mais d'autres ont vécu assez longtemps pour voir ce jour. À Onigbolo, arrondissement d'Issaba, commune de Pobert, une injustice en voie d'être réparée. Enfin. Rétablir la paix au sein de la collectivité de Souza, c'est le mot d'ordre qui a rassemblé les membres de cette famille ce week-end pour trouver une solution à la crise qui secoue la collectivité. Regardez. Des retrouvailles entre ressortissants de la famille de Souza du Bénin et du Togo pour recoller les morceaux d'une mésentente qui n'a fait que trop durer et pour rallumer la flamme familiale et reboucher les fissures. Cette rencontre était une nécessité pour rassembler réellement la collectivité. Nous avons noté à un moment donné que notre collectivité est à terre à cause d'un certain nombre de dissensions internes. Nous avons lancé une pétition pour demander aux gens, est-ce que nous laissons pourrir la situation? Nous avons été surpris qu'en 5 jours, nous avons recueilli plus de 300 signatures. On s'est dit, mais le besoin est là, les gens veulent que la question soit définitivement réglée. Et donc, nous avons pris appui sur cet acte-là pour lancer une invitation à tout le monde. Tout le monde a reçu l'invitation. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer, qu'ils viennent, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on se parle comme des frères et des sœurs, sans violence, sans exclusion, sans stigmatisation, sans apartheid, que tout le monde s'asseye, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions sortir notre grande collectivité de Souza de cette situation qui, au total, devient honteuse. 3 années se sont écoulées sans aucune porte de sortie de crise. Cette rencontre s'offre donc sur un plateau d'or pour panser les blessures dans l'optique d'une guérison totale. Il y a maintenant de cela 3 ans, la famille traverse une crise vraiment qui ne nous honore pas. Donc avec la famille au Bénin et au Togo, nous nous sommes assis, on s'est assis et puis on a parlé qu'il faut que la crise là qu'on mette fin et que nous nous retrouvions autour d'une table pour discuter, parler et que vraiment que nous nous comprenions. Au terme de cette assise familiale, les responsables qui ont initié cette rencontre entendent retrouver la bonne convivialité fraternelle au sein de cette collectivité, l'une des plus grandes du Bénin. Au Japon, les ressortissants de la Birmanie exigent la libération de la chef du gouvernement civil arrêtée en France. C'est la grande consultation sur la police qui fait la une. Et aux États-Unis, une vidéo relance le débat sur les bavures policières. Le récit de Jean-Claude James. En Birmanie, un coup d'État a été perpétré ce lundi avec l'arrestation de la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et du président de la République par l'armée. Un putsch qui a soulevé une vague de condamnation par plusieurs capitales étrangères. Les ressortissants birmans à Tokyo sont descendus dans les rues pour dénoncer cette arrestation. Ils se sont retrouvés sur le pavé de l'Université des Nations Unies, scandant des slogans qui appellent à la libération de leur leader, la prix Nobel de la paix, âgée de 75 ans. Nous sommes tous très attristés. Nous avons vécu plus de 50 ans sous le pouvoir militaire et au moment où nous pensions enfin obtenir la démocratie, ce coup d'État a lieu quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée. Nous sommes extrêmement déçus et désespérés. Elle venait de gagner les élections. C'est notre leader, notre espoir. Nous voulons la libération de Suu Kyi au plus vite et demandons aux Nations Unies de faire pression et de sauver le peuple de Birmanie. J'ai l'espoir que les Nations Unies, qui regroupent de nombreux pays, résolvent la situation et sortent mon pays de ce qui s'y passe en ce moment. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine et d'autres pays appellent aussi à la libération de la chef du gouvernement civil. Pour l'ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Birmanie, c'est une atteinte à la démocratie. And it's an assault
C'est une atteinte à la démocratie fragile que connaît actuellement la Birmanie. Nous nous attendions à ce qu'Aung San Suu Kyi déplace des montagnes pour la démocratie, mais en fait, elle ne l'a pas fait. Épice financier, le football français espère recevoir des offres salvatrices pour la réattribution de l'essentiel des droits TV de Ligue 1. Mais face à un marché frileux et à la défiance de Canal+, la crise semble loin d'être refermée. Depuis 12 heures, lundi, l'heure limite de dépôt des offres a été franchie et il est temps pour la Ligue de football professionnel d'étudier les éventuelles propositions adressées par les opérateurs intéressés. Canal+, beIN Sport, Amazon, quels acteurs répondront à la consultation de marché lancée dans l'urgence pour réattribuer les matchs délaissés par le diffuseur défaillant Mediapro, 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dans la matinée, en tout cas, seule une poignée de personnes sont apparues sans s'exprimer au siège parisien de la Ligue de football professionnel où les offres devraient être déposées en main propre, ont constaté les journalistes de l'AFP. Aux États-Unis, une vidéo montrant des policiers menottant et usant de gaz au poivre contre une fillette noire de 9 ans dans la ville de Rochester, dans l'État de New York, a suscité une nouvelle vague d'indignation face aux méthodes des forces de l'ordre. Selon le chef adjoint de la police, André Anderson, la fillette, dont l'identité n'a pas été révélée, souffrait d'une crise urgente de santé mentale, menaçant apparemment de se suicider et de tuer sa mère. Des policiers appelés sur les lieux vendredi ont réagi en la menottant avant d'essayer de la forcer à monter dans une voiture et d'utiliser du gaz au poivre lorsqu'elle a résisté. Les policiers ont affirmé que c'était pour assurer la sécurité de la fillette qu'ils avaient été obligés d'utiliser menottes et gaz au poivre. Mais la mère noire de Rochester, Lovely Warren, a condamné l'usage de la force contre un enfant, promettant une enquête interne sur les pratiques des forces de l'ordre de la ville. J'ai un enfant de 10 ans, c'est un enfant, c'est un bébé. En tant que mère, cette vidéo, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir, a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.